La nuit où Stéphane Dubois crut posséder le monde fut la même nuit où tout ce qu'il avait toujours considéré comme acquis lui glissa silencieusement des mains. Paris scintillait à ses pieds, depuis le bar sur le toit d'un hôtel de luxe parisien, un sanctuaire qu'il fréquentait chaque fois qu'il avait besoin de se sentir intouchable. Les lumières de la ville miroitaient sur la balustrade en verre. Et dans leur reflet, Chloé Girard était assise, la femme qu'il n'aurait pas dû étreindre, enveloppée dans une robe de satin qui lui collait à la peau comme une seconde nature. Son iPhone reposait, écran contre table, à côté d'un verre de vin à moitié vide, vibrant de messages non lus d'une épouse qu'il avait depuis longtemps cessé d'apprécier. Chloé éclata de rire à l'une de ses plaisanteries, un rire bruyant, insouciant, avide de la vie qu'elle croyait qu'il pouvait lui offrir. Stéphane lissa le devant de sa veste de tailleur. Le léger parfum de son eau de Cologne Dior se mêlait à l'air frais de la nuit. Il se sentait invincible. Il venait de conclure un contrat majeur. Sa promotion au poste de directeur des opérations était pratiquement garantie. Et la main de Chloé sur sa cuisse ne faisait qu'alimenter le fantasme qu'il était le genre d'homme qui méritait plus que la vie ordinaire qu'il avait à la maison. Il ne savait pas que Manon Lefebvre n'attendait plus dans cette vie. Vers 3 heures du matin, après un dîner privé sur les Champs-Élysées et des promesses chuchotées que Chloé croyait réelles, Stéphane se laissa enfin glisser sur la banquette arrière d'une Citroën DS noire. La ville défilait en un flou derrière la vitre. Le jardin du Luxembourg, la place de la Concorde, la longue étendue des quais de Seine, pendant que Stéphane répétait les excuses habituelles qu'il donnerait à Manon. Quelque chose à propos d'une urgence client, peut-être une soirée de réseautage qui s'était prolongée. Elle lui pardonnait toujours. Elle restait toujours. Mais ce soir, la maison semblait étrange dès l'instant où il entra. Trop calme, trop immobile, trop propre. Il jeta ses clés sur la console de l'entrée et appela son nom. Pas de réponse. Un léger courant d'air lui frôla le visage alors qu'il s'enfonçait dans le salon. La bibliothèque semblait moins remplie. Le plaid qu'elle gardait toujours sur le canapé avait disparu. Sa poitrine se serra, mais il se dit qu'elle avait probablement encore tout réorganisé. Manon adorait ranger quand elle était stressée. Il se tourna vers la cuisine et s'arrêta net. Sur l'îlot de marbre, sous la lueur chaude de la suspension, reposait une petite pile de papier et une unique bague en argent. Sa bague, celle qu'il avait retirée plus tôt, gisait maintenant à côté des documents de divorce qu'elle avait déjà signés. Une clé USB, posée dessus, comme un point final silencieux à la fin d'une longue phrase. La gorge de Stéphane s'assécha. Il attrapa les papiers, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade tandis qu'il parcourait la page. Des dates, des captures d'écran, des photos, des preuves, chaque mensonge qu'il pensait avoir caché, chaque secret qu'il croyait qu'elle ne découvrirait jamais. Puis il vit son écriture sur un petit mot. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. J'ai fini. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Et c'est là que Stéphane comprit que Manon n'était pas partie par colère. Elle était partie parce qu'elle avait enfin réalisé qu'elle méritait mieux que l'homme qu'il avait considéré comme acquise. Et il était sur le point d'apprendre tout ce qu'il avait vraiment perdu. Avant que la trahison ne la vide de sa substance, avant les nuits de mains tremblantes et de larmes silencieuses, Manon Lefebvre avait été le genre de femme que l'on décrivait comme stable. Pas accent grave-l'œil, pas bruyante, juste stable. Fille d'un mécanicien et d'une bibliothécaire d'une petite ville de Normandie, elle avait grandi avec la conviction que l'amour se construisait jour après jour, comme une maison qui affronte les tempêtes. À 33 ans, elle portait ses valeurs dans la vie qu'elle s'était construite avec Stéphane Dubois. Une maison de campagne en Provence, une vue sur les champs de lavande depuis la fenêtre de la chambre, et l'espoir que l'avenir serait plus clément que le passé. Manon avait été directrice marketing dans un quartier d'affaires de Paris, connue pour sa voix calme lors de réunions chaotiques et sa capacité étrange à lire les gens. Ses collègues disaient en plaisantant qu'elle pouvait déceler un mensonge avant même qu'il ne se forme complètement sur les lèvres de quelqu'un. Ironiquement, ce même dont l'avait abandonné quand elle en avait le plus besoin. Elle avait quitté son emploi 2 ans avant la nuit où Stéphane l'avait trahi. La décision n'avait pas été forcée, mais elle n'était pas exactement libre non plus. Stéphane venait de commencer son MBA dans une grande école de commerce, et il s'était mis d'accord pour qu'elle aide à payer les frais de scolarité, gère la maison et commence des traitements de fertilité. Un marathon épuisant et émotionnel qu'elle avait couru principalement seule. Ils disaient à leurs amis que c'était un choix mutuel. En vérité, c'était un sacrifice que Manon avait fait parce qu'elle croyait en leur rêve commun. Elle croyait en lui.
Leur maison portait les marques de sa touche discrète et pleine d'espoir. Une petite collection de romans de poche près de la fenêtre. Une tasse en céramique qu'elle avait achetée chez un artisan dans un quartier animé de Paris. Une photo encadrée de leur voyage sur la Côte d'Azur, le vent soufflant dans les cheveux de Manon, Stéphane lui embrassant la tempe. Sur cette photo, elle avait l'air indéniablement heureuse, et le vrai bonheur, elle le savait, était rare. Le monde de Manon ne tournait pas autour du luxe, mais autour du sens. Elle utilisait le même iPhone depuis 4 ans, le même MacBook Air depuis ses études. Ses matins préférés étaient simples. Un café dans une tasse ébréchée, à regarder le soleil se lever sur la campagne provençale. Un moment de quiétude avant que les exigences de la journée ne l'engloutissent. Mais la vie l'avait meurtri plus qu'elle ne l'avait jamais admis. La fausse couche était la blessure qu'elle cachait le plus profondément. C'était arrivé tranquillement, un jeudi après-midi pluvieux, alors que Stéphane était à un événement de réseautage en ville. Elle l'avait appelé, la voix tremblante. Il avait promis de rentrer, mais il ne l'avait pas fait. Pas avant des heures. Il s'était excusé, accusant le trafic, le timing, tout sauf lui-même. Et Manon, épuisée et en deuil, avait laissé passer. Elle laissait toujours passer. Après cela, elle cessa de parler d'avoir des enfants, de ses rêves, d'elle-même. Peu à peu, sa vie se rétrécit à la taille des ambitions de Stéphane. Elle préparait ses repas. Elle organisait ses emplois du temps. Elle écoutait ses frustrations, ses plaintes, sa soif sans cesse croissante de statut et de reconnaissance. Elle rendait leur foyer doux pour qu'ils puissent sortir et être tranchants. Elle se faisait petite pour que son monde puisse paraître grand. Mais elle ne s'était jamais attendue à ce que l'homme autour duquel elle avait bâti sa vie la trahisse si complètement. Pourtant, des traces de son ancienne brillance subsistaient, attendant juste le moment où elle se souviendrait enfin de qui elle était. Les soirs où Stéphane travaillait tard, Manon s'asseyait seule à la table de la cuisine avec des bouts de papier, esquissant des idées de produits mobiles qu'elle ne développerait jamais, écrivant des slogans qu'elle ne présenterait jamais. Stéphane y jetait parfois un coup d'œil et murmurait « Tu es si douée pour ça, Manon ». Mais le lendemain matin, il recommençait à la traiter comme si elle vivait en marge de sa grandeur. Elle ne savait pas alors que l'une de ses esquisses, dessinée sur une serviette de bistrot, deviendrait un jour l'arme qui la sauverait. Elle ne savait pas qu'elle était plus forte que la tempête qui approchait. Et elle ne savait pas que perdre Stéphane serait le début d'un destin qu'elle n'avait jamais imaginé. Le monde dans lequel vivait Manon Lefebvre n'était pas glamour. Pas de la façon dont Stéphane aimait le prétendre. Leur maison en Provence se trouvait dans une rue calme bordée d'oliviers. Le genre d'endroit où les voisins se saluent en promenant leurs chiens et où les enfants font du vélo jusqu'au crépuscule. Depuis la fenêtre de la chambre, on pouvait voir les douces collines de la région. Un rappel de la vie que Stéphane voulait fuir et de la vie que Manon pensait qu'ils construisaient ensemble. Chaque matin commençait de la même manière. Manon se réveillait avant le lever du soleil, s'enveloppait dans un doux gilet gris et se dirigeait vers la cuisine où la seule lumière sous les placards brillait comme une veilleuse. Elle moulait des grains de café frais, laissant l'odeur familière calmer ses nerfs, et ouvrait les rideaux juste à temps pour voir la première lumière se répandre sur le paysage. Sur le comptoir se trouvait son vieux MacBook Air, toujours à moitié chargé, attendant toujours des idées qu'elle s'autorisait rarement à terminer. Mais à Paris, Stéphane évoluait dans un monde différent. Un monde de tours de verre, de costumes sur mesure et de petits déjeuners d'affaires dans des restaurants étoilés. Son bureau au 42e étage de la Défense surplombait le quartier. Un bureau debout élégant, un stylo Montblanc soigneusement posé à côté de son MacBook Pro, et un certificat de son MBA fièrement accroché au mur. Tout dans cet espace lui donnait l'impression d'appartenir au sommet. Et tout à la maison lui donnait l'impression d'être piégé. Manon ne l'a pas réalisé au début. Elle était trop occupée à gérer les rendez-vous de fertilité, à vider la chambre d'amis pour la transformer en une chambre de bébé dont il n'aurait peut-être jamais besoin, et à découper des bons de réduction pour maintenir leurs finances à flot après avoir investi la plupart de ses économies dans le diplôme de Stéphane. Pendant ce temps, Stéphane passait ses journées entouré de gens qui nourrissaient son ego, des cadres qui louaient son esprit stratégique, de jeunes consultants qui admiraient sa confiance, et des collègues qui plaisantaient en disant qu'il était à 5 ans de diriger toute l'entreprise. C'est dans ces salles de réunion et ces salons sur les toits que Stéphane a commencé à dériver vers la version de lui-même qu'il préférait. Une version détachée des responsabilités, de la routine ou de la stabilité tranquille de la femme qui attendait à la maison. Les fissures dans leur mariage n'étaient pas soudaines. Elles sont apparues lentement,
comme des fractures capillaires dans le verre. D'abord, il y a eu les nuits tardives. Stéphane prétendait qu'il devait garder une longueur d'avance, que ceux qui voulaient des promotions devaient travailler 2 fois plus dur. Manon le croyait. Elle lui préparait des dîners dans des récipients en verre, lui envoyait des SMS pour lui rappeler de faire des pauses, et se disait que ce sacrifice finirait par payer. Puis vinrent les rendez-vous manqués. Il a sauté des consultations de fertilité, reporté des visites chez le médecin et ignoré le dossier qu'elle avait créé avec les options de traitement. Il avait toujours une raison. Les réunions s'éternisaient, les clients avaient besoin de lui, un associé principal appelait à la dernière minute. Mais le pire n'était pas les excuses. C'était à quel point elle se sentait petite chaque fois qu'il la faisait passer pour dramatique de le vouloir à ses côtés. Leur maison, autrefois chaleureuse et remplie de conversations, est devenue plus silencieuse. Manon se retrouvait plus souvent seule à table, sur le canapé, dans la voiture devant la pharmacie. Elle essayait de s'occuper, en réorganisant le garde-manger, en nettoyant les plaintes, n'importe quoi pour combler les espaces vides que Stéphane laissait derrière lui. Parfois, elle se rendait à Paris pour le surprendre avec un déjeuner, pour se faire dire par une réceptionniste qu'il était sorti avec des clients. Elle errait ensuite dans les rues, les mains enroulées autour d'un gobelet de café, essayant de ne pas pleurer en voyant des couples se tenant la main sur les Champs-Élysées. Elle gardait la vérité enfermée. Leur mariage ne s'effondrait pas parce que la vie était dure. Il s'effondrait parce que Stéphane vivait déjà dans un monde différent, un monde où Manon n'avait plus sa place. Et bientôt, elle découvrirait à quel point ce monde l'avait déjà éloigné. Stéphane Dubois ne s'est pas réveillé un matin en décidant de trahir sa femme. Sa chute a été plus lente que cela, silencieuse, progressive, construite à partir de choix qu'il justifiait une excuse à la fois. La première fois qu'il a rencontré Chloé Girard, il ne cherchait pas une liaison. Il cherchait une validation, le genre que Manon ne lui donnait plus parce qu'elle était trop occupée à maintenir leur vie à flot. C'est arrivé lors d'un séminaire stratégique trimestriel dans un quartier d'affaires de Paris, au 35e étage d'un centre de conférence aux parois de verre. Des cadres en costume sur mesure tapaient sur des MacBook Pro, sirotant des cafés au lait de traiteur pendant que des écrans affichaient des cours de la bourse et des projections. Stéphane s'épanouissait dans cet environnement. Ici, il n'était pas un mari avec des responsabilités. Il était une étoile montante. Un homme que les gens écoutaient. Un homme pour qui les gens se redressaient. Chloé est entrée dans ce monde comme une étincelle sur des feuilles sèches. Elle avait 27 ans, ambitieuse, avec des yeux verts perçants qui balayaient une pièce comme un chasseur suit un mouvement. Fraîchement sortie d'un cabinet de conseil à Lyon, elle s'était battue pour grimper, et elle n'avait pas honte de vouloir plus. Lorsqu'elle a pris la parole lors de sa première session, signalant une projection erronée avec des données à l'appui, toute la salle s'est tournée vers elle. Même Stéphane, elle l'a remarqué. Plus tard, au bar à café, elle l'a approché la première. « Vous êtes Stéphane Dubois, n'est-ce pas ? Le directeur de la stratégie. » La flatterie était subtile mais parfaitement synchronisée. Stéphane, épuisé par la tension d'impressionner les associés principaux, l'a absorbé. Chloé a complimenté ses analyses. Elle a ri à ses blagues. Elle a posé des questions comme si son opinion comptait plus que celle de quiconque dans le bâtiment. Avec Manon, les conversations étaient devenues pratiques. Facture, visite chez le médecin, liste de courses. Chloé a fait en sorte que Stéphane se sente à nouveau intéressant, jeune, désiré. Il a confondu ce sentiment avec une connexion. Ce qui a commencé comme un respect professionnel est devenu de la flirtation. Les messages tardifs sur le travail se sont transformés en confessions personnelles. Stéphane se disait que ce n'était pas trompé, car rien de physique ne s'était produit, mais émotionnellement, la ligne était déjà franchie. Pendant ce temps, Chloé l'étudiait. Elle voyait la montre chère, la confiance, la voie rapide vers la promotion. Elle voyait un homme dont l'orbite pouvait l'élever plus haut qu'elle ne pourrait grimper seule. Elle connaissait ses faiblesses, sa fierté, sa faim, son besoin d'être admirée. Elle les nourrissait doucement, comme on nourrit un lion à la main. Ses amis l'avaient prévenu, ne t'implique pas avec les cadres. L'une d'elles avait dit, ils t'utiliseront. Mais Chloé n'était pas naïve. Elle pensait qu'elle utilisait aussi Stéphane. Une transaction mutuelle, un raccourci dans un monde où les raccourcis étaient rarement offerts aux filles comme elle. La première fois que Stéphane et Chloé ont franchi la ligne, c'était lors d'un pot d'entreprise. Un bar sombre à la Défense.
des lumières chaudes se reflétant sur des tables en verre. Les gens sont partis un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-uns. Chloé s'est assise à côté de lui, plus près que nécessaire, son parfum, du jasmin et quelque chose de plus sombre, enveloppant ses sens. Elle lui a dit qu'elle admirait à quel point il travaillait dur, à quel point il était brillant, à quel point il avait réussi. Manon avait dit ces choses aussi, mais c'était il y a des années. Leur premier baiser n'était pas romantique. Il était imprudent. Volé dans le couloir arrière près des toilettes. Trop rapide, trop désespéré. Stéphane s'est retiré le premier, la culpabilité brillant dans ses yeux. Mais Chloé a seulement souri, caressant sa mâchoire du pouce. Personne n'a besoin de le savoir, a-t-elle chuchoté, et Stéphane l'a cru. À partir de cette nuit, il a vécu deux vies, le mari respectable qui rentrait tard et l'homme qui se glissait dans des hôtels de luxe avec une femme qui lui donnait l'impression d'être le centre de l'univers. Il se disait que Manon était fragile, trop émotive, trop consumée par la fausse couche pour le comprendre. Il s'est convaincu qu'il méritait cela, que cette liaison était temporaire, qu'il pouvait tout contrôler. Mais il ne voyait pas la vérité. Chloé n'était pas juste une erreur. Elle était le premier domino. Et une fois qu'il serait tombé, son monde entier suivrait. Le moment où Manon Lefebvre a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas n'est pas arrivé avec des feux d'artifice ou des cris. C'est arrivé un mercredi après-midi ordinaire. Le genre de jour où le ciel semblait fatigué et où l'air avait un goût de pluie. Elle pliait le linge dans la chambre, le doux bourdonnement du sèche-linge remplissant le silence, quand elle a remarqué une petite trace de rouge à lèvres à l'intérieur du col d'une des chemises de Stéphane, une nuance de rose foncé, une couleur qu'elle n'avait jamais portée de sa vie. Son cœur s'est arrêté, mais pas ses mains. Elle a continué à plier, lissant le tissu comme elle lissait ses soucis. Quand Stéphane est rentré ce soir-là, elle a demandé doucement, « C'est le rouge à lèvres de qui ?» Il n'a même pas scié. Une cliente, elle m'a pris dans ses bras pour me dire au revoir. Elle était ivre. Détends-toi, Manon. Le mensonge a glissé de sa langue avec une aisance si bien rodée que son estomac s'est tordu. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête et est retournée remuer les pattes sur le feu. Mais quelque chose en elle a changé. Quelque chose de petit, de dangereux. Une conscience tranquille qu'elle ne vivait plus avec l'homme qu'elle avait épousé. Elle vivait avec quelqu'un qui avait appris à mentir sans sourciller. Au cours des semaines suivantes, les signes se sont multipliés comme des ombres au crépuscule. Stéphane a changé les mots de passe qu'il partageait autrefois. Il prenait des douches dès son retour à la maison. Il gardait son iPhone comme s'il contenait des codes nucléaires. Il a acheté une nouvelle eau de Cologne sans lui en parler, quelque chose de plus fort, d'inconnu. Pourtant, Manon n'a rien dit. Elle n'était pas prête à le confronter sans preuve. Pas après tout ce qu'elle avait investi, les années, les économies, les rêves qu'elle avait enterrés pour qu'il puisse poursuivre les siens. Elle avait besoin de la vérité, pas de soupçons. Et la vérité est venue d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'est arrivé lors d'un gala de charité d'entreprise au centre-ville. Manon n'avait pas prévu d'y aller, mais Stéphane a insisté. « Ça fera mauvais genre si j'arrive seul, » a-t-il dit, en boutonnant déjà ses manchettes. « Essaie d'avoir l'air soigné, d'accord ?» Soigné, comme si elle était un sol qu'il devait faire briller. Manon a porté une simple robe bleu marine et a bouclé ses cheveux, espérant que ce serait suffisant. Quand ils sont arrivés dans la salle de bal de l'hôtel, un espace doré rempli de lustres et de cadres tenant des coupes de champagne, elle s'est immédiatement sentie déplacée. Stéphane marchait devant elle, la regardant à peine, se glissant déjà dans la version de lui-même qui s'épanouissait sous les lumières coûteuses. Elle se tenait près d'une table de petit four, essayant de ne pas porter ses doigts à son ventre, une habitude nerveuse qu'elle avait développée après la fausse couche. Les gens dérivaient autour d'elle, murmurant des choses sur les tendances du marché et des partenariats qu'elle ne comprenait pas. Puis elle l'a entendu, un chuchotement derrière elle. C'est la femme de Stéphane. Impossible. Je pensais que Chloé était sa petite amie. Il emmène Chloé partout. La pauvre femme ne doit avoir aucune idée. Les mots l'ont frappé comme des pierres. Ses mains tremblaient autour de son verre, la tige s'enfonçant dans sa paume. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas respiré. Elle a simplement regardé droit devant elle, observant Stéphane rire avec un cercle de collègues, rire comme il riait autrefois avec elle. À ce moment-là, le monde s'est estompé sur les bords.
La pièce semblait trop chaude, trop bruyante, trop lumineuse. Elle a posé son verre avant de le faire tomber, puis s'est glissée sur le balcon où l'air froid lui a giflé les joues. Elle s'est appuyée contre la balustrade, les yeux brûlants, essayant de calmer sa respiration. La vérité qu'elle avait essayé d'éviter n'était plus cachée. Elle était exposée, murmurée par des étrangers. Son mariage n'était pas seulement en train de se briser, il était publiquement humilié. Quelques minutes plus tard, Stéphane l'a trouvé dehors. « Ça va ?» a-t-il demandé, plus agacé qu'inquiet. Manon a rapidement essuyé ses yeux. « Qui est Chloé ?» Stéphane s'est figé, juste une seconde. Juste assez longtemps pour qu'elle voie la vérité vaciller derrière ses yeux avant qu'il ne remette son masque en place. « Personne, a-t-il dit trop vite. Ne commence pas. Et c'est ainsi que Manon a su qu'elle n'était pas en train de le perdre. Elle l'avait déjà perdu. Pendant des semaines après le gala de Charité, Manon a traversé ses journées comme quelqu'un marchant sous l'eau. Chaque son était étouffé, chaque mouvement lourd, chaque respiration un peu trop difficile à prendre. Elle n'était pas encore en colère. Elle n'était pas prête pour ça. Surtout, elle se sentait vide. Une sorte de tristesse silencieuse qui s'est installée dans ses os et a rendu tout, même les petites choses comme se brosser les cheveux ou décharger les courses, semblable à l'ascension d'une colline qu'elle ne se souvenait pas avoir choisie. Elle a essayé de se convaincre qu'elle pouvait arranger les choses, que peut-être Stéphane était juste débordé, stressé, tiré dans trop de directions. Elle voulait croire que l'homme qu'elle avait épousé vivait encore quelque part en lui. Mais chaque tentative de connexion n'a fait qu'élargir la distance entre eux. Un soir, elle a cuisiné son plat préféré, un bœuf bourguignon, celui qu'ils préparaient ensemble le dimanche. Elle a allumé des bougies. Elle a sorti leurs belles assiettes. Elle a même mis un chemisier qu'il avait dit un jour adorer. Stéphane est rentré avec 2 heures de retard, sentant un bar où elle n'était jamais allée, marmonnant quelque chose à propos de verre avec un client. Il a à peine jeté un coup d'œil à la table avant de dire « j'ai déjà mangé » et de se diriger directement vers la douche. Manon est restée assise seule à table pendant près d'1 heure, fixant la nourriture intacte jusqu'à ce que les bougies se consument et que la cire coule comme des larmes. Ce n'était pas seulement la négligence, c'était l'effacement. Chaque jour, Stéphane effaçait une autre partie d'elle, ses efforts, sa présence, sa valeur, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus sûre de ce qui restait. Le véritable point de rupture est arrivé tranquillement. C'était un vendredi soir. La pluie martelait les fenêtres. Manon a attendu Stéphane, suivant les orages sur l'application météo, l'imaginant coincé dans les embouteillages ou pris dans l'averse. Quand il est enfin entré, trempé et irrité, elle s'est précipitée pour lui donner une serviette. Au lieu de gratitude, il a sèchement répliqué « Ne m'étouffe pas, Manon. J'ai déjà assez de soucis comme ça. » Ses mains se sont figées. Elle ne l'étouffait pas. Elle essayait de l'aimer. Plus tard, alors que Stéphane dormait profondément à côté d'elle, Manon est restée éveillée, fixant le plafond. Son bras reposait sur sa poitrine, ne la touchant pas. Il fut un temps où il dormait blotti contre elle, leurs jambes enlacées, respirant à l'unisson. Elle se souvenait de ces matins, du réconfort, de la chaleur, du doux murmure de « Bonjour mon amour » contre sa joue. Maintenant, elle se sentait comme une étrangère dans son propre lit. Son esprit n'arrêtait pas de tourner. Chaque insécurité remontait à la surface. Peut-être que je ne suis pas assez. Peut-être que j'ai trop changé. Peut-être qu'il m'a vraiment dépassé. Peut-être que c'est ma faute. Le chagrin l'enveloppait si étroitement qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'est glissée hors du lit et s'est dirigée vers la salle de bain, fermant doucement la porte pour ne pas le réveiller. Sous la lumière crue et bourdonnante, elle s'est regardée dans le miroir. Les yeux gonflés, les cheveux en désordre dans un chignon, les épaules affaissées. La femme réduite au mode survie. Elle ne se reconnaissait pas. Puis le barrage a finalement cédé. Des sanglots lui ont arraché la gorge si violemment qu'elle a dû couvrir sa bouche avec ses 2 mains. Elle a glissé sur le carrelage froid, pressant son front contre ses genoux alors que les larmes trempaient son pyjama. Chaque blessure qu'elle avait avalée est ressortie. La fausse couche, la solitude, les chuchotements au gala, le rouge à lèvres sur son col, les textos qu'il cachait, l'amour qu'elle donnait sans jamais en recevoir en retour. Elle a pleuré jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal, jusqu'à ce que sa tête lui élance, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien.
Quand la tempête en elle s'est finalement calmée, Manon s'est sentie effroyablement vide. Une torpeur l'a envahie, le genre qui pousse les gens à faire des choses désespérées et irréversibles. Elle s'est levée, chancelante mais déterminée, a éteint la lumière et s'est dirigée vers la porte de la chambre. Stéphane dormait profondément, imperturbable, insensible, ignorant qu'il venait de briser la femme qui aurait autrefois traversé le feu pour lui. Manon l'a regardé un long moment, les larmes séchant sur ses joues. Son cœur lui faisait mal, mais quelque chose en elle a changé, à peine, silencieusement, mais suffisamment. C'était la première petite fissure de l'éveil. Il ne le savait pas encore, mais elle faisait son premier pas loin de lui. Le matin après sa crise, Manon Lefebvre s'est réveillée avec un mal de tête lancinant et des yeux si gonflés que cligner était douloureux. Elle est restée assise au bord du lit pendant un long moment, fixant la faible ligne de lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Stéphane était déjà parti au travail. Il partait toujours tôt le vendredi, prétextant avoir besoin de calme au bureau pour préparer les réunions de direction. Il n'avait pas remarqué qu'elle avait pleuré jusqu'à l'épuisement sur le sol de la salle de bain. Ou peut-être que si. Peut-être qu'il s'en fichait. Manon a pris une douche lentement, laissant l'eau chaude la ramener à la réalité. Elle n'avait pas de plan. Pas encore. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas survivre à une autre nuit comme la précédente. Elle s'est enroulée dans une serviette, est allée dans la cuisine et s'est préparé un café avec des mains tremblantes. Son reflet brillait faiblement sur la porte du micro-ondes, pâle, fatigué, mais toujours debout. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Son téléphone a vibré avec une notification d'un ancien compte Gmail qu'elle n'utilisait presque plus. Une boîte de réception qu'elle avait presque oubliée. Elle a froncé les sourcils, a tapoté l'écran et s'est figée. C'était un rappel automatisé d'un service d'archivage cloud. Votre fichier sauvegardé il y a 5 ans a été restauré. En pièces jointes, une miniature d'aperçu, une serviette de bistrot froissée avec le schéma d'une application mobile dessinée à l'encre noire. Son écriture, ses flèches, ses annotations. Le cœur de Manon a fait un bond. Elle se souvenait de cette nuit. Stéphane faisant les 100 pas dans leur petit appartement, se plaignant que son équipe n'arrivait pas à résoudre un problème d'intégration. Elle avait attrapé un stylo et esquissé un parcours simple et intuitif. Stéphane avait pris une photo, lui avait embrassé le front et dit « Tu es un génie, Manon. » Sérieusement. Il n'a plus jamais mentionné cette esquisse. Pas quand il a présenté une nouvelle direction de produit au travail. Pas quand il a été élu employé du trimestre. Pas quand il a décrit la croissance de l'application comme le résultat de « mon leadership ». Et certainement pas quand il a commencé à sortir tard avec Chloé. Manon a cliqué sur l'image archivée. Elle s'est ouverte en pleine résolution, horodatée, synchronisée et authentifiée. Elle a fait défiler vers le bas et a vu le message qu'elle s'était un jour envoyé à elle-même, juste au cas où Stéphane oublierait que c'était mon idée. Sa gorge s'est nouée. Son moi passé avait protégé son avenir sans même savoir qu'elle aurait besoin d'être sauvée. Elle a regardé l'esquisse sur la serviette comme si c'était une bouée de sauvetage. Parce que d'une certaine manière, c'en était une. Une preuve, une vraie preuve. Une preuve de contribution intellectuelle. La preuve que l'homme qu'elle aimait avait pris plus que sa loyauté. Il avait pris le crédit, l'opportunité, la reconnaissance. Il avait volé sa brillance. Et quelque chose en elle a cédé, non pas dans le désespoir, mais dans la clarté. Manon s'est redressée, son pouls s'est stabilisé. Le brouillard dans son esprit a commencé à se dissiper, remplacé par une acuité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il s'agissait de vol, de dignité, de récupérer tout ce qu'elle avait abandonné si volontiers. Elle a changé de vêtements, a attrapé son sac et est sortie avec son ordinateur portable sous le bras. Elle ne savait pas exactement où elle allait jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant un immeuble en verre sur l'avenue Montaigne. Un cabinet d'avocats, le même qu'elle avait mis en favori une nuit tardive en pleurant silencieusement dans le salon. Dans le hall en marbre, elle s'est sentie petite, comme une femme qui n'avait pas sa place au milieu des sols polis et des fauteuils en cuir. Mais elle s'est forcée à avancer, s'enregistrant à la réception. Quelques minutes plus tard, Manon était assise en face d'une avocate spécialisée en divorce aux yeux bienveillants et à la voix qui, d'une manière ou d'une autre, adoucissait tout sans l'affaiblir. « Je ne sais pas quoi faire », a murmuré Manon. « Commençons par ce que vous avez », a répondu doucement l'avocate. « Montrez-moi. »
Manon a ouvert son ordinateur portable et a placé l'esquisse de la serviette entre elles comme une confession. Les sourcils de l'avocate se sont levés presque immédiatement. Ceci, dit-elle lentement, est plus puissant que vous ne le réalisez. Pour la première fois, Manon a senti une lueur de quelque chose d'autre que de la douleur. Elle a senti une possibilité. Elle a senti le sol bouger sous ses pieds, non pas s'effondrer, mais s'ouvrir. Et quelque part au fond d'elle, une voix qu'elle n'avait pas écoutée depuis des années a finalement parlé. Il t'a tout pris. Maintenant, reprends ta vie. Manon est sortie du cabinet d'avocat de l'avenue Montaigne, avec l'impression que quelqu'un avait réarrangé le sol sous ses pieds. Pas de manière effrayante, mais d'une manière qui lui faisait voir la ville différemment. Les taxis, la vapeur montant des bouches de métro, les imposants immeubles de verre, tout semblait plus net, plus bruyant, plus réel. Elle n'était pas la même femme qui était entrée en tremblant 20 minutes plus tôt. Elle avait un plan maintenant, ou du moins le début d'un. Son avocate lui avait donné une liste de documents à rassembler, relevés bancaires, dossier de rémunération de Stéphane, échange de mai, tout ce qui concernait l'idée de l'application. La connaissance, avait dit doucement l'avocate, est un levier. Manon se dirigea vers le café du coin, répétant la phrase comme un mantra. Levier. Elle commanda un café noir et s'assit près de la fenêtre. Son esprit bourdonnait, oscillant entre la colère, la peur et quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle prit son téléphone, avec l'intention d'appeler son amie, mais son écran s'alluma avant qu'elle ne puisse composer le numéro. Un SMS d'un numéro non enregistré. Manon, c'est Léo. Je t'ai vu devant l'immeuble. Est-ce que ça va? Son souffle se coupa. Léo Martin. Elle ne l'avait pas vu de près depuis des années, juste à travers des mises à jour occasionnelles sur LinkedIn ou des articles de presse sur sa société de fintech. À l'université, il avait été son ami le plus proche. Ils étudiaient ensemble, partageaient des pizzas tard le soir, s'étaient même presque embrassés une fois, mais la vie les avait entraînés dans des directions différentes. Elle avait choisi Stéphane, croyant que la sécurité était plus sûre que l'incertitude. Maintenant, l'incertitude semblait être sa seule échappatoire. Elle tapa une réponse rapide et 5 minutes plus tard, Léo entra dans le café. Il avait l'air plus âgé, plus soigné, costume gris foncé, chemise blanche impeccable, un stylo Mont Blanc soigneusement clipsé dans la poche de sa veste. Le succès lui allait bien, mais son sourire n'avait pas changé. Il était toujours chaleureux, constant. Sincère. Il dit doucement en tirant la chaise en face d'elle, « Tu as l'air fatigué. » Que se passe-t-il? Pendant un instant, Manon ne put parler. La gentillesse dans sa voix fit craquer quelque chose en elle, et elle dut cligner des yeux pour ne pas pleurer. Léo attendit tranquillement, croisant les mains de cette manière patiente dont elle se souvenait. Elle inspira et lui raconta tout. Pas de manière dramatique, pas avec amertume, juste honnêtement. Les nuits tardives, les mensonges, le rouge à lèvres, les chuchotements au gala, l'esquisse sur la serviette, l'avocate, les preuves qui s'accumulaient comme une tempête qu'elle n'avait jamais demandée. Quand elle eut fini, Léo se cala dans sa chaise, silencieux un moment. « Manon, dit-il enfin, la voix basse. Tu aurais dû m'appeler plus tôt. » Elle laissa échapper un faible rire. Je ne voulais entraîner personne là-dedans. M'entraîner? Léo secoua la tête. Tu oublies. J'ai toujours voulu être dans ta vie. Ses joues s'empourprèrent. Elle détourna le regard, serrant sa tasse de café. Elle n'était prête pour rien d'autre que la survie. Mais ces mots, ils adoucirent quelque chose qu'elle pensait avoir disparu pour toujours. Avant qu'elle ne puisse répondre, Léo se pencha en avant. Manon, ton idée, l'esquisse sur la serviette, c'est bon. Vraiment bon. Et si l'entreprise de Stéphane s'en sert, tu es assise sur quelque chose de puissant. Elle déglutit. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de dire. Mais voici ce qu'ils ne diront pas, poursuivit Léo. Tu n'as pas à te battre pour des miettes de ce qui t'appartient. Tu pourrais construire ta propre version. Meilleure, propre, indépendante. Manon cligna des yeux. Moi? Lancer quelque chose? Pourquoi pas? Son sourire était petit mais certain. Tu comprends les utilisateurs mieux que la moitié des gens qui dirigent des équipes aujourd'hui. Tu es intuitive, intelligente, et franchement, Stéphane n'a jamais mérité ton esprit.
Elle rit nerveusement. Je ne suis pas une PDG. Tu n'étais pas non plus la femme d'un homme malhonnête, dit Léo doucement. Mais tu as joué le rôle jusqu'à ce qu'il te brise. Tu peux apprendre à jouer un rôle qui te construit. Manon le regarda la ville derrière lui, regarda la vie qu'elle avait encore une chance de récupérer. Un orage gronda au-dessus, un tonnerre lointain faisant trembler les fenêtres. Les gens se précipitèrent à l'intérieur pour échapper à la bruine. Manon sentit l'air changer. Plus frais, plus lourd, plein de changements. Léo sortit de sa mallette et lui glissa une carte de visite. Pas la sienne, une autre. Viens à mon bureau cette semaine, dit-il. Laisse-moi te montrer comment nous pouvons transformer ce qu'il a volé en quelque chose qui t'appartient entièrement. Manon tenait la carte entre ses doigts. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose de stable en elle, un nouveau départ, un nouvel allié, un nouveau chemin. Et elle ne le parcourait pas seule. Pendant la plus grande partie de sa vie, Manon Lefèvre n'avait jamais été le genre de femme à se réinventer. Elle ne se coupait pas les cheveux après une rupture, n'achetait pas de nouvelles garde-robes après une promotion, ne noyait pas ses sentiments dans des décisions impulsives. Elle survivait en restant stable. Mais après la rencontre avec Léo, quelque chose en elle a changé, pas sauvagement, pas imprudemment, mais avec une détermination tranquille qui semblait à la fois étrangère et puissante. Cela a commencé subtilement. Le lendemain matin, Manon s'est réveillée avant le réveil, a attaché ses cheveux en un chignon lâche et a ouvert toutes les fenêtres de la maison qu'elle partageait encore avec Stéphane. Laisser entrer l'air froid de l'automne, c'était comme laisser quelque chose de vicié quitter enfin sa poitrine. Elle se tenait à l'entrée du dressing, parcourant des rangées de vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des mois. La plupart d'entre eux reflétaient la femme qu'elle était devenue pour Stéphane. Des pulls doux, des chemisiers conservateurs, des couleurs sourdes, des chaussures pratiques, les vêtements de quelqu'un qui ne voulait pas prendre de place. Mais nichée dans un coin se trouvait une robe qu'elle avait achetée des années plus tôt. Une robe fourreau noir ajustée qu'elle n'avait jamais portée parce que Stéphane avait dit un jour « Ça a l'air trop audacieux pour toi, Manon ». Elle la sortit du cintre, toucha le tissu et sentit son estomac se nouer. Elle l'enfila. Elle lui allait parfaitement. Elle se regarda dans le miroir. La femme dans le miroir n'avait pas l'air fragile. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de brutal, mais qui n'en avait pas été détruite. Elle n'était pas encore renée, mais elle se réveillait. Le même après-midi, elle a pris un rendez-vous attendu depuis longtemps dans un petit salon à Paris. Le genre avec un éclairage chaleureux et des stylistes qui vous parlent comme à une sœur plutôt qu'à une cliente. Quand la styliste lui a demandé ce qu'elle voulait, Manon s'est surprise elle-même. Je veux ressembler à quelqu'un qui a cessé de s'excuser d'exister. La styliste s'est arrêtée, puis a hoché la tête avec compréhension. Seules les femmes qui ont été brisées se reconnaissent entre elles. Ils lui ont coupé les cheveux, leur ont donné forme, ont ajouté des couches douces qui encadraient son visage. Rien de dramatique, rien qui ne crie pour attirer l'attention, juste assez pour donner l'impression qu'elle se souvenait qu'elle avait le droit de se sentir belle. Après le salon, elle est entrée dans une boutique voisine. Pas une boutique de luxe, juste un magasin local avec des portants de vêtements qui semblaient vivants. Elle a acheté 2 robes, un blazer qui donnait à ses épaules un air plus fort, une paire de talons noirs qui claquaient avec confiance sur le parquet. Elle n'a pas acheté les articles les plus chers. Elle n'en avait pas besoin. Elle se construisait tranquillement, sans jouer pour personne. Sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée dans une librairie. Elle ne savait pas pourquoi. Elle a erré dans les allées jusqu'à ce qu'un titre attire son attention. Femme qui court avec les loups. Elle l'a pris, feuilletant des pages remplies d'histoires sur la récupération du pouvoir, de l'intuition et de l'identité. Elle l'a acheté avec un journal et un stylo noir. À la maison, elle a écrit la première page. Je ne sais pas qui je suis sans Stéphane, mais je veux le découvrir. Plus tard dans la soirée, Stéphane est rentré tôt. Rare pour lui. Il est entré dans le salon et s'est figé en la voyant là, dans la robe noire, les cheveux doux autour de ses épaules, sa posture différente, son énergie différente. « Waouh » dit-il lentement, la regardant de haut en bas. « Quelle est l'occasion » Manon a soutenu son regard sans se dérober. « Aucune. J'avais juste envie de me préparer pour moi-même. » Stéphane a froncé les sourcils, confus. Il n'était pas habitué à une version d'elle qu'il ne contrôlait pas émotionnellement. « C'est à propos de l'autre soir »
Je t'ai dit que les gens racontent des ragots. Ça ne voulait rien dire. Manon n'a pas discuté. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas supplié. Elle s'est simplement détournée, a pris son livret et est passée devant lui. Pour la première fois, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'incertitude. Car peu importe combien de femmes il avait charmé, combien de contrats il avait conclus, combien de mensonges il avait racontés, il n'avait jamais vu Manon ressembler à quelqu'un qui se préparait à quitter la version d'elle-même qui le servait. Il ne le savait pas encore, mais sa renaissance avait déjà commencé. Pendant des jours après la transformation tranquille de Manon, Stéphane Dubois se déplaçait dans leur maison comme un homme entrant dans une pièce où les meubles avaient été réarrangés. Rien ne semblait différent à première vue. Pourtant, quelque chose était indéniablement décalé. Manon ne se disputait plus. Elle ne suppliait plus pour des explications. Elle ne demandait pas où il était allé ou pourquoi il n'était pas rentré avant 2 heures du matin. Elle était polie, calme, d'une composition inébranlable, et rien ne terrifiait plus Stéphane. Un mardi soir, il a fait irruption par la porte d'entrée, portant l'odeur de whisky et de parfum de bar sur le toit. Il a desserré sa cravate de façon dramatique, s'attendant clairement à ce que Manon lui demande où il était allé. Elle ne l'a pas fait. Elle était assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane au gingembre, lisant son livre, un stylo glissé derrière une oreille. « Tu es debout ?» dit-il en laissant tomber sa mallette sur le comptoir. « répondit-elle sans lever les yeux. Stéphane attendit, le silence s'étira. « Longue journée » ajouta-t-il. Toujours rien. Il s'agita, agacé. « Tu es bien silencieuse ces derniers temps. » Elle tourna une page. « J'ai été occupé. »« À faire quoi ?» ricana-t-il. « Tu ne » Manon leva brusquement les yeux et les mots de Stéphane moururent sur ses lèvres. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais de la clarté. Une clarté qui lui fit soudain prendre conscience qu'il avait très mal calculé quelque chose d'important. « Je ne fais pas quoi ?» demanda-t-elle doucement. Stéphane ouvrit et ferma la bouche. Il ne savait pas comment répondre. Manon se leva, se dirigea vers le réfrigérateur, se versa un verre d'eau et repassa devant lui, non pas en l'évitant, mais simplement désintéressé. Cela le perturba si profondément qu'il la suivit dans le salon comme une ombre. « Tu es en colère contre moi ?» demanda-t-il. « Non, » dit-elle simplement, s'installant sur le canapé. « Alors pourquoi agis-tu comme ça ?» Sa voix s'aiguisa. « Quelqu'un t'a mis des idées en tête ?» Manon faillit rire. Des idées dans sa tête? Comme si elle n'avait pas son propre esprit, sa propre voix, sa propre agence? Mais elle garda son calme car elle savait que ce qui allait suivre était important. « Stéphane, » dit-elle, marquant sa page avec un doigt. « J'ai besoin de te demander quelque chose. » Il expira de façon dramatique, comme s'il se préparait à une autre crise de nerfs qu'il pourrait balayer d'un revers de main. « D'accord. »« Quoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Qui est Chloé Girard pour toi ?» C'est le calme qui rendit la question mortelle. Stéphane se figea. Juste un vacillement, juste assez longtemps pour qu'elle le surprenne. Puis il joua sa meilleure performance. « Quoi, Chloé ? C'est juste une nouvelle consultante. »« Pourquoi tu ne mens pas ?» dit Manon doucement. Il cligna des yeux, stupéfait par la douceur de son ton. Elle ne criait pas, ne pleurait pas, n'accusait pas. Elle énonçait un fait. « Manon, tu es paranoïaque » lança-t-il. « Les gens parlent, les gens exagèrent. Ne te ridiculise pas en croyant les ragots. » Elle ferma lentement son livre et le posa sur la table basse. « Stéphane, » dit-elle, « j'ai vu les photos. » Un temps de silence. « Quelles photos ?» Sa voix se brisa, non pas de culpabilité, mais de peur d'être pris. « À ce grand hôtel sur la Côte d'Azur, » précisa-t-elle. « Tu étais censé être en voyage d'affaires, et pourtant tu y étais avec elle. » La couleur quitta son visage. Manon continua tranquillement. « Tu n'as même pas pris la peine de bien le cacher. C'était public. Les gens en ont chuchoté au gala. Tu m'as humilié, Stéphane, et tu ne t'es même pas soucié d'essayer de me protéger. » Il ouvrit la bouche, mais Manon leva la main et il s'arrêta.
Tu n'as pas besoin d'expliquer, dit-elle. Je connais déjà la vérité. Stéphane déglutit difficilement. Manon, on peut surmonter ça. Les couples se remettent de ces choses. Tu as été émotive ces derniers temps. Peut-être que nous deux, elle se leva, le coupant avec un calme qu'il ne pouvait pas comprendre. Ne fais pas ça, dit-elle. Ne me traite pas d'émotive. Ne transforme pas ça en quelque chose de petit. Ne prétends pas que tu n'as pas détruit ce que nous avons construit. Stéphane s'avança vers elle. Manon, j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Non, dit-elle doucement. Tu aimais la version de moi qui ne te demandait rien. Il se figea. Et cette version, chuchota-t-elle, n'existe plus. Le souffle de Stéphane se coupa alors qu'il réalisait quelque chose d'horrible. Pour la première fois de leur mariage, Manon ne suppliait pas. Elle se préparait. Se préparait à quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait la force de faire. Et la terreur dans sa poitrine lui disait qu'il était déjà trop tard. La maison semblait étrangement silencieuse le lendemain matin, comme si les murs eux-mêmes attendaient que quelque chose se produise. Manon s'est réveillée avant l'aube, incapable de se défaire de la lourdeur inquiétante qui pesait sur sa poitrine. La confrontation de la veille n'arrêtait pas de tourner dans son esprit, les mensonges de Stéphane, sa déviation, le moment où il a essayé de la qualifier d'émotive comme si c'était un défaut. Mais ce qui lui est resté le plus, ce n'était pas sa tromperie. C'était sa peur. Une petite lueur tremblante qu'elle avait vue quand elle avait prononcé le mot « photo ». Elle a enfilé un pull et est descendue. Le soleil commençait à peine à filtrer à travers les stores, saupoudrant la cuisine d'une douce lueur dorée. Elle s'est versé un café et s'est assise à table, faisant défiler son téléphone, non pas pour vérifier les messages de Stéphane, mais pour ouvrir le dossier caché qu'elle avait créé des semaines plus tôt. Capture d'écran, notifications par email, relevés financiers, chevauchement de calendrier, ces mensonges conservés dans l'ambre numérique. Un par un, elle a examiné les fichiers, calmant sa respiration. Ce n'était plus de l'obsession. C'était des preuves. Des preuves dont elle aurait besoin car aujourd'hui, elle avait son deuxième rendez-vous avec l'avocate de l'avenue Montaigne. À 8h30, Manon était habillée, les cheveux légèrement bouclés, le blazer boutonné. Elle ne ressemblait pas à une femme sur le point de s'effondrer. Elle ressemblait à une femme se préparant à la guerre. Le hall en marbre du cabinet d'avocat semblait moins intimidant cette fois. Elle s'est assise en face de son avocate, a poussé le dossier sur le bureau et a calmement déclaré son intention de procéder. L'avocate a souri. Juste un petit sourire, mais suffisant pour dire « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez ». Elles ont tout examiné. Puis l'avocate a demandé « Avez-vous la preuve que le schéma du produit était le vôtre ?» Manon a hoché la tête, ouvrant son ordinateur portable. Elle a ouvert l'ancien compte Gmail, a cliqué sur le fichier restauré et a tourné l'écran. L'esquisse de la serviette, horodatée d'il y a des années, les regardait. Ça, dit l'avocate en tapotant l'écran, c'est un levier suffisant pour secouer toute son entreprise. Manon a inspiré, essayant de mesurer l'ampleur de ce qu'elle tenait. Vous le pensez vraiment? Non, corrigea l'avocate. Je le sais. Elles ont donc passé des heures à élaborer un plan, demande de documents, lettres officielles, vérification d'actifs et les premières ébauches des papiers de divorce. Le processus était brutal, mais nécessaire. Manon avait l'impression de se débarrasser d'une peau dans laquelle elle était piégée depuis des années. Papier par papier, elle a récupéré des morceaux d'elle-même. Après la réunion, elle est sortie à l'air frais de l'automne. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne doutait pas. Elle se sentait éveillée. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée du métro, son téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu est apparu à l'écran. Vous ne me connaissez pas, mais vous devez entendre ça. Stéphane se vante au travail que vous perdez la tête et qu'il a tout sous contrôle. Je pensais que vous deviez le savoir. Pas de nom, pas de contexte, juste la vérité. Manon s'est arrêtée de marcher. Le message ne l'a pas blessée. Plus maintenant. Il a clarifié quelque chose qu'elle avait ignoré pendant trop longtemps. Stéphane n'avait pas peur parce qu'il regrettait de l'avoir blessée. Il avait peur parce qu'il perdait le contrôle sur elle. Elle a rangé son téléphone et a continué à descendre les marches du métro, se faufilant dans la foule. Le train a crissé jusqu'à l'arrêt et elle est montée,
s'agrippant à la barre de métal tandis que les portes se fermaient. Autour d'elle, les gens faisaient défiler leur téléphone, écoutaient de la musique, lisaient les journaux. Personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait que son cœur avait été brisé, recousu, puis brisé à nouveau. Mais il ne savait pas non plus qu'elle portait quelque chose de puissant dans son sac. La vérité, la documentation, la preuve. Preuve de trahison, preuve de vol, preuve de qui était vraiment Stéphane derrière les costumes sur mesure et le faux charme. Il l'avait sous-estimé. Ce soir, elle rentrerait chez un homme qui la croyait en train de s'effondrer. Mais ce n'était pas le cas. Elle se préparait. Et bientôt, il apprendrait à quel point il était dangereux de sous-estimer une femme qui avait enfin atteint son point de rupture et l'avait dépassé. Car Manon n'attendait plus d'être sauvée. Elle construisait l'arme qui la libérerait. La semaine suivante s'est déroulée comme une tempête que Manon n'avait jamais vue venir. Ça a commencé tranquillement. Trop tranquillement. Stéphane a commencé à se montrer étrangement attentionné, laissant des petits mots sur le réfrigérateur qui disaient des choses comme « Passe une bonne journée, Manon » et « À ce soir pour le dîner ». Comme si des compliments pouvaient effacer les mois de mensonges entre eux. Il rentrait plus tôt, a apporté des fleurs une fois, a même proposé de cuisiner. Mais Manon savait mieux maintenant. Elle voyait ce changement pour ce qu'il était, de la peur déguisée en affection. Il sentait qu'elle s'éloignait. Il sentait le terrain changer. Et quand des hommes comme Stéphane sentent le pouvoir leur échapper, ils ne s'excusent pas. Ils élaborent une stratégie. 2 nuits plus tard, alors que Manon préparait des documents dans la chambre, elle a remarqué quelque chose d'alarmant. Un de ses dossiers manquait. Celui avec les tableurs financiers. Elle a fouillé dans les tiroirs, cherché dans le placard, vérifié son sac. Rien. Son pouls est accéléré. Elle s'est précipitée en bas. Stéphane se tenait dans la cuisine, tenant le dossier. « Tu cherches ça ?» demanda-t-il, la voix mielleuse. Manon se figea. « Rends-le-moi. » Il sourit, agitant légèrement les papiers. « Tu as été occupé. Avocat, archives Gmail, inventaire d'actifs. » Impressionnant, Manon. Vraiment. Son estomac se noie. Il n'était pas seulement en colère. Il était amusé. « Stéphane, c'est privé. »« Tu es ma femme » lança-t-il. « Rien de ce que tu as n'est privé. » Les mots la tranchèrent comme du verre. Elle s'avança. « Rends-les-moi. » Mais Stéphane secoua la tête avec un regard qu'elle n'avait jamais vu sur lui auparavant. Quelque chose de sombre, de calculateur. « Tu crois que tu peux me prendre par surprise? Prendre la moitié de tout ce que j'ai construit? Que tu as construit? » murmura Manon, stupéfaite. « Tu n'aurais pas ton produit sans moi. » Sa mâchoire se serra. « Une esquisse sur une serviette ne fait pas de toi un génie. C'est moi qui ai fait le travail. J'ai établi les connexions. J'ai fait les heures. Tu as juste aidé. » Aidé. Comme si elle n'avait pas investi des années en lui. Comme si son esprit n'avait aucune valeur. Comme si ses sacrifices étaient un bruit de fond dans sa réussite. Manon sentit sa poitrine se serrer, mais elle garda une voix égale. « Stéphane, donne-moi le dossier. » Au lieu de cela, il se dirigea vers la cheminée. Elle bougea instantanément, la panique la submergeant. « Stéphane, ne fais pas ça. » Il jeta tout le dossier dans les flammes. Manon hurla, un cri rauque, brisé. Elle se jeta vers le foyer, essayant de retirer les papiers, mais Stéphane lui attrapa le bras, la retenant. « Arrête !» cria-t-il. « Manon, pour l'amour de Dieu !»« Lâche-moi !» cria-t-elle en se dégageant. Mais il était trop tard. Les papiers brûlaient, les bords se recroquevillant, les chiffres fondant en cendres. Ses heures de travail, son levier, disparut. Elle tomba à genoux, regardant impuissante les flammes dévorer la dernière feuille. La fumée lui piquait les yeux, mais ce n'était rien comparé à l'agonie qui lui déchirait la poitrine. « Tu ne peux pas faire ça » murmura-t-elle. Stéphane expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Manon, écoute, nous sommes tous les deux stressés, mais tu n'as pas besoin d'avocat. Tu n'as pas besoin de tout ça. Oublions tout. On peut repartir à zéro.
À zéro? Comme s'il n'avait pas juste détruit la seule chose dont elle avait besoin pour lui tenir tête. Manon se releva, chancelante, le souffle tremblant. Tu as brûlé mon travail. C'est notre travail, corrigea Théil, le ton glacial. Et je nous protège tous les deux. En mentant, rétorqua Théel. En trichant, en me manipulant jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine. Son visage se tordit. Tu es dramatique. Le mot la frappa comme une gifle. Dramatique. Le même mot que les hommes utilisent pour faire taire les femmes, pour minimiser leur douleur, pour réécrire la vérité. Manon recula d'un pas, les larmes brouillant sa vision. Je ne sais plus qui tu es. Stéphane leva le menton. Je suis l'homme qui empêche ce mariage de s'effondrer. Non, murmura-t-elle. Tu es la raison pour laquelle il s'est effondré. Elle attrapa son manteau et ses clés avec des mains tremblantes. Où vas-tu? Demanda Stéphane. Loin de toi. Et elle sortit, pieds nus, ne s'en rendant même pas compte jusqu'à ce qu'elle atteigne l'allée. Elle s'effondra contre sa voiture, le corps secoué de tremblements, le souffle court, ses preuves disparues, son levier détruit, son espoir lui glissant entre les doigts. Pour la première fois, Manon ressentit quelque chose de terrifiant. Non pas qu'elle allait perdre contre Stéphane, mais qu'elle pourrait se perdre elle-même dans le processus. Et cette peur fut presque suffisante pour la briser complètement. Manon était assise dans sa voiture garée, le front contre le volant, les larmes coulant sur ses mains. L'air froid mordait sa peau, mais elle le sentait à peine. Ses preuves, son levier, avaient disparu, brûlés sous ses yeux. Stéphane avait franchi une ligne dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Pas seulement la trahison, pas seulement la manipulation, mais la destruction. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Des minutes, peut-être une heure. Finalement, son téléphone a vibré. Elle l'a d'abord ignoré. Puis il a vibré encore et encore. Finalement, avec des doigts tremblants, elle l'a soulevé. 3 appels manqués d'une amie, 2 SMS de Léo, et un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a ouvert le message de Léo en premier. Manon, es-tu en sécurité? Appelle-moi, s'il te plaît. Elle a regardé l'écran alors qu'un autre message apparaissait. Je ne suis pas loin. Dis un mot, je viens te chercher. Sa gorge se serra. Elle a tapé un seul mot. Oui. 15 minutes plus tard, Léo s'est garé à côté d'elle. Il est sorti de la voiture, l'inquiétude gravée sur son visage, et s'est agenouillé près de sa portière. Manon, dit-il doucement. Viens ici. Au moment où elle sentit ses bras autour d'elle, toute la force qu'elle avait conservée s'est effondrée. Elle a sangloté contre sa poitrine. En désordre, brisée, en deuil de chaque morceau de sa vie qu'elle s'était convaincue de valoir la peine d'être sauvée. C'est parti, a-t-elle étouffé. Il a tout brûlé. Tous les documents, tous les tableurs, tout ce sur quoi j'ai travaillé. Léo n'a pas bronché, ne l'a pas pressé. Il l'a laissé pleurer jusqu'à ce que ses sanglots ne soient plus que de légers hoquets. Puis il lui a doucement relevé le menton. C'est tout ce que tu avais? Oui, murmura-t-elle. Il l'a détruit. Je n'ai plus rien. Les yeux de Léo s'adoucirent. Manon. Regarde-moi. Elle le fit. Tu as plus que tu ne le penses. Elle secoua la tête. Non, je n'ai rien. Si, dit-il fermement. Tu en as, parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Il se leva et ouvrit la portière passager. Viens. Il y a quelqu'un à qui tu dois parler. Manon n'a pas discuté. Elle était trop épuisée pour protester. Elle est montée dans sa voiture, appuyant sa tête contre la vitre froide alors que les lumières de la ville défilaient en un flou. Ils se sont rendus dans un bistrot de quartier calme, un de ceux qui semblaient ne pas avoir changé depuis les années 80. À l'intérieur, une femme était assise seule dans une banquette d'angle, remuant nerveusement une tasse de thé. Manon se figea. Chloé Girard. Sa maîtresse. Son cœur battait à tout rompre. Non, je ne fais pas ça. Manon, dit Léo doucement. Écoute, s'il te plaît. Chloé se leva rapidement, les yeux écarquillés, la culpabilité tissée dans chaque parcelle de son expression. Manon, je ne suis pas là pour te faire du mal.
je le jure. La mâchoire de Manon se serra. Tu l'as déjà fait. Chloé hocha la tête, les larmes lui brûlant les yeux. Je sais, et je suis désolé. Je ne demande pas le pardon. J'ai besoin de te dire quelque chose. Quelque chose que tu mérites de savoir. Manon s'assit lentement, sur la défensive, les bras croisés. Léo s'assit à côté d'elle, une encre dont elle ne réalisait pas avoir besoin. Chloé prit une profonde inspiration. Stéphane, il te ment, et pas seulement à propos de la liaison, à propos de tout. Manon la fixa. Sois précise. Chloé baissa les yeux sur ses mains. Il a dit aux gens au travail que tu étais instable pour que personne ne le remette en question. Il s'est vanté d'avoir volé ton idée. Il prévoit de dire que tu n'as rien à voir avec ça. Manon se figea. Chloé continua, la voix tremblante. Et le pire? Il cache des malversations financières. Il a manipulé des chiffres, falsifié des rapports. Les gens commencent à le remarquer, mais ils te rejettent la faute. Le sang de Manon se glaça. Léo se pencha. Chloé a autre chose. Quelque chose qui change tout. Lentement, Chloé sortit son iPhone, ouvrit son application de mémos vocaux et appuya sur lecture. La voix de Stéphane emplit la cabine, claire, froide, arrogante. Manon est trop émotive pour jamais prouver quoi que ce soit. L'idée était la mienne, et même si elle parle, personne ne la croira. Je m'assurerai qu'elle ait l'air instable. Si elle me pousse, je l'enterrerai. Le souffle de Manon se coupa. Ses mains tremblaient violemment. La voix de Chloé se brisa. Je l'ai enregistré le soir où il l'a dit. Je pensais qu'il me protégerait. J'avais tort. Et quand il a menacé de me laisser tomber aussi, j'ai réalisé ce qu'il était vraiment. Les yeux de Manon s'emplirent, non pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose de plus profond, un feu naissant. C'était plus qu'une preuve. C'était l'arme que Stéphane n'avait jamais vue venir. Pour la première fois, Manon redressa les épaules et rencontra le regard de Chloé. Merci, dit-elle calmement. Tu viens de tout changer. Et pour la première fois, le combat semblait gagnable. La nuit du gala de l'innovation technologique est arrivée avec un air parisien vif qui semblait chargé, comme si quelque chose d'électrique attendait de se déchaîner. L'événement se tenait dans un palace parisien, ses grands lustres brillants comme des constellations au plafond de la salle de bal. Journalistes, PDG, investisseurs et étoiles montantes du monde de la fintech se déplaçaient sur les sols en marbre, en costumes sur mesure et robes scintillantes. C'était le genre de salle où les réputations se faisaient et se défaisaient. Stéphane Dubois est entré, se sentant invincible. Il portait un smoking noir fraîchement taillé, une montre de luxe brillant avec arrogance à son poignet. À ses côtés se tenait Chloé, jouant le rôle une dernière fois, bien que son sourire cachât une vérité que Stéphane ignorait qu'elle portait dans son iPhone. À leur entrée, les appareils photo ont crépité. Les investisseurs ont serré la main de Stéphane. Les membres du conseil d'administration lui ont tapé dans le dos. C'est notre année, Stéphane. Tu seras directeur des opérations d'ici l'été. Cette démo de produit le mois prochain. Un tournant décisif. Stéphane s'en est imprégné comme de l'oxygène. Il n'avait aucune idée qu'il respirait ses derniers instants de pouvoir. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôtel, une voiture noire s'est arrêtée discrètement. Manon en est sortie, l'ourlet de sa robe bleu nuit ajustée captant la lumière. Ses cheveux encadraient son visage en douces ondulations, sa posture était stable. Elle ne ressemblait en rien à la femme brisée que Stéphane avait rejetée quelques semaines plus tôt. Léo Martin se tenait à ses côtés, lui offrant son bras, non pas comme un sauveur, mais comme un égal. Il portait un costume anthracite, sobre mais indéniablement puissant. Au moment où ils ont franchi les doubles portes, les conversations ont baissé, les têtes se sont tournées. Une ondulation a traversé la foule. C'est Manon Lefebvre avec Léo Martin? J'ai entendu dire qu'elle lançait sa propre start-up. N'était-elle pas mariée à... Oh mon Dieu! Oui. Ça va devenir compliqué. Manon a gardé le menton haut, le pouce stable. Chaque pas en avant semblait être une reconquête d'une partie d'elle-même. De l'autre côté de la pièce, Chloé l'a vue la première. Son souffle s'est coupé. Elle n'avait pas peur. Elle était soulagée.
Stéphane a suivi le regard de Chloé et s'est figé. Le verre de vin dans sa main a tremblé. La confiance dans sa colonne vertébrale a vacillé. Pour la première fois, il avait l'air petit. Manon n'a pas ralenti quand leurs regards se sont croisés. Elle n'a pas bronché. Elle est simplement passée devant lui, la main posée sur le bras de Léo. La distance a piqué Stéphane comme du feu. Il a forcé un rire. « Manon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Manon s'est arrêtée juste assez longtemps pour lui adresser un sourire poli. Poli de la manière dont la glace est polie avant de geler un lac. « Je vis ma vie, dit-elle doucement. La mâchoire de Stéphane s'est crispée. « Tu ne peux pas être avec lui. Tu n'as pas ta place dans. » Mais elle était déjà partie, absorbée par un cercle d'investisseurs et de cadres désireux de lui parler. Léo l'a présentée comme la fondatrice de Parker Ledger, sa start-up, sa vision, sa brillance. Les gens ont posé des questions. Ils l'ont écoutée quand elle parlait. Ils l'admiraient sincèrement, pas de manière performative. C'était tout ce que Stéphane lui avait volé, et maintenant elle en rayonnait. Le tournant est survenu lors de la présentation principale. Les écrans géants se sont allumés, affichant des diapositives de plusieurs entreprises en plein essor. Stéphane se tenait prêt, s'attendant à ce que son entreprise soit appelée pour l'annonce de produits à venir. Au lieu de cela. « Mesdames et messieurs, a dit l'annonceur, ce soir, nous mettons en lumière une nouvelle plateforme fintech révolutionnaire qui démocratise la sécurité et l'accès financier grâce à une conception centrée sur l'utilisateur. Veuillez accueillir Parker Ledger. » Le logo de Manon a rempli l'écran. La salle a éclaté. Des halètements, des applaudissements, des chuchotements, des flashs d'appareils photo comme le tonnerre. Le visage de Stéphane s'est vidé de sa couleur. Chloé s'est reculée de lui, son expression illisible. Léo a conduit Manon sur scène. En s'approchant du podium, elle a senti un calme étrange s'installer en elle. Une force façonnée par la survie, une clarté façonnée par la vérité. Elle a parlé avec aplomb, confiance, intelligence. Elle n'a pas mentionné Stéphane, n'a pas fait allusion à la trahison. Elle n'en avait pas besoin. Son succès était sa vengeance. Mais le destin n'avait pas fini. Alors que les applaudissements s'estompaient, deux hommes en costume sombre se sont approchés discrètement de Stéphane. L'un a montré un badge. M. Dubois, nous devons discuter en privé d'incohérences dans vos déclarations financières. La couleur a quitté le visage de Stéphane. Chloé a jeté un coup d'œil à Manon, lui adressant le plus léger des hochements de tête. Ça avait commencé. Et pour la première fois, Stéphane a ressenti les conséquences du monde qu'il avait bâti sur des mensonges. Au moment où les deux responsables de la conformité se sont approchés de Stéphane, toute l'atmosphère autour de lui a changé, comme un verre de champagne se fissurant au ralenti. Quelques minutes plus tôt, il était le garçon en or du gala, serrant la main de milliardaires, posant pour des photos, se vantant du produit visionnaire qu'il avait prétendument construit. Maintenant, des chuchotements le suivaient comme des ombres alors que les agents le guidaient vers un couloir tranquille. « Monsieur, dit l'un d'eux d'un air sombre, nous avons de sérieuses inquiétudes concernant des rapports financiers modifiés liés à votre département. » Stéphane a essayé d'en rire. Ce doit être un malentendu. C'est moi qui ai exposé les irrégularités. L'agent a haussé un sourcil. Nos registres montrent que vos identifiants de connexion ont été utilisés pour effectuer les modifications. Alors quelqu'un a piraté mon M. Dubois a coupé l'autre agent. Nous vous conseillons de cesser de parler sans avocat. La bouche de Stéphane s'est refermée. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles. Pour la première fois, une véritable panique s'est glissée, froide, dans ses veines. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Manon observait de loin. Elle ne souriait pas. Elle ne jubilait pas. Elle observait simplement, stable, composée, presque mélancolique. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de vérité, de justice, d'équilibre. Léo s'est approché d'elle, la voix basse. « Ça va ? Je pensais que je me sentirais satisfaite, a-t-elle admis. Mais surtout, je me sens juste libre. » Son regard a dérivé à travers la pièce où Chloé se tenait seule, les épaules raides, les yeux lointains. Même de là, Manon pouvait dire que la femme était en train de s'effondrer à l'intérieur. Stéphane l'avait utilisée aussi, l'avait manipulée, menacée.
Mais ce soir, elle avait brisé le cycle. Et Manon respectait cela plus qu'elle ne l'aurait jamais cru. Dans le couloir, Stéphane a tenté désespérément de reprendre le contrôle. « Écoutez, messieurs, ma femme est vindicative. Elle est instable depuis des mois. Elle essaie de saboter ma carrière. Je peux le prouver. » Le premier agent a cliqué sur son stylo. « C'est drôle que vous disiez ça, car quelqu'un nous a envoyé un fichier audio anonyme ce soir. » Le sang de Stéphane s'est glacé. L'agent a appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli le couloir. Manon est trop émotive pour jamais prouver quoi que ce soit. L'idée était la mienne. Si elle me pousse, je l'enterrerai. Stéphane s'est jeté sur le téléphone, mais ils se sont reculés sans effort. Ça, dit calmement l'agent, ça ressemble à quelqu'un qui se livre à de la manipulation et à des représailles, pas à quelqu'un qui est saboté. Stéphane sentit les murs se refermer sur lui. C'est sorti de son contexte, a-t-il protesté. Elle ment. Les femmes dans ma vie, l'agent s'est arrêté. Les femmes, au pluriel? Stéphane se figea de nouveau. Il réalisa trop tard qu'il venait d'admettre quelque chose qu'on ne lui avait même pas demandé. Les agents ont échangé un regard. M. Dubois, veuillez nous suivre. Il ne l'arrêtait pas encore, mais il le déplaçait vers une salle de conférence discrète pour attendre un interrogatoire formel et l'arrivée de son conseil juridique. Dans la salle de bal, les membres du conseil d'administration ont commencé à murmurer. Les cadres fronçaient les sourcils devant leur téléphone alors que les notifications s'allumaient avec des rumeurs. Les investisseurs échangeaient des regards tendus. L'un des plus proches alliés de Stéphane a marmonné, « Ça ne sent pas bon ». C'était le début d'un effondrement très public. Manon ne l'a pas cherché, n'a pas essayé d'assister à l'humiliation. Elle s'est simplement retirée dans un coin plus calme, laissant le bruit l'envahir alors qu'elle expirait un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis des années. Elle a pensé à la nuit où elle avait trouvé le rouge à lèvres sur sa chemise. La nuit où elle avait pleuré seule sur le sol de la salle de bain, la nuit où il avait brûlé ses documents. Les années qu'elle avait passées à se rétrécir pour qu'il se sente plus grand. Et quelque chose en elle s'est finalement détendu, un poids s'est levé. Léo s'est de nouveau approché d'elle, lui tendant un verre d'eau pétillante. « C'est fait, dit-il doucement. » Elle a hoché la tête. « Ça commence. » Il a étudié son visage. « Tu as géré cette soirée avec plus de grâce que la plupart des gens ne l'auraient fait. » Manon a souri faiblement. « La grâce m'a maintenu en vie quand la rage m'aurait tué. » Le silence s'est installé entre eux, confortable cette fois, pas lourd. De l'autre côté de la salle de bal, les gens essayaient de faire comme si de rien n'était, mais chaque chuchotement revenait à la même chose. Stéphane Dubois était pris. Exposé, fini, et tout le monde le savait. De retour dans le couloir, un agent est sorti pour passer un appel. Stéphane était assis seul à la table de la salle de conférence, respirant fort, transpirant à travers son col, serrant les accoudoirs de sa chaise. Il pouvait entendre les applaudissements lointains de la salle de bal, mais aucun n'était pour lui. Pour la première fois, Stéphane Dubois a compris ce que c'était que de tout perdre et de le mériter. Le matin après le gala, Paris semblait différent à Manon Lefebvre. Plus calme, plus clair, comme si la ville elle-même avait expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. Elle s'est réveillée dans la chambre d'amis de Léo. La lumière du soleil s'étirait doucement sur les draps. Il avait insisté pour qu'elle ne rentre pas chez elle cette nuit-là, pas après le choc émotionnel et la confrontation qu'elle avait subie. Elle avait accepté, non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle avait enfin accepté qu'elle n'avait pas à souffrir seule. Pour la première fois depuis des mois, elle a dormi sans peur. En bas, l'odeur de café frais flottait dans l'appartement. Léo était assis à l'îlot de cuisine, faisant défiler son iPad, les nouvelles du matin brillant sur l'écran. Quand Manon est entrée, il a levé les yeux et son expression s'est adoucie. « Tu fais la une, dit-il doucement. » Son estomac s'est noué. « C'est bon ou mauvais ? » Les deux, a-t-il admis, mais surtout bon. Il a tourné l'iPad vers elle. Un titre en gras s'étalait en haut. Stéphane Dubois sous enquête pour malversation financière et vol intellectuel. Une source affirme que l'idée a été prise à sa femme. En dessous, une photo. Stéphane, l'air secoué, escorté dans un couloir tranquille par des agents de la conformité. Une autre photo montrait Manon au gala,
microphone à la main, l'air confiant et composé. Un étrange mélange de sentiments l'a submergé. Incrédulité, soulagement, chagrin, et quelque chose qui ressemblait à de la justification. Ils interrogent les employés, a dit Léo. Plusieurs ont confirmé qu'ils se vantaient d'avoir pris le crédit pour ton travail. Manon a expiré lentement. Les gens me croient enfin. Léo a posé une main chaude sur la sienne. Il l'aurait toujours fait si on t'avait laissé parler. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré sans relâche. Des messages ont inondé l'écran. Des emails de représentants des ressources humaines, d'anciens collègues, de connaissances à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Mais un message l'a figé. Un message vocal de Stéphane. Elle l'a regardé, l'effroi lui montant à la gorge. « Tu veux l'écouter » demanda Léo avec prudence. Manon a hoché la tête. Elle a appuyé sur lecture. La voix de Stéphane s'est répandue par le haut-parleur, frénétique, secouée, dépouillée d'arrogance. « Manon, c'est moi. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin d'expliquer. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Ils ont déformé mes mots. Chloé a menti. Tu ruines ma vie. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Juste, s'il te plaît. » Le message s'est terminé brusquement. Pas d'excuses, pas de responsabilité, seulement du désespoir et du blâme. Manon a posé le téléphone, les doigts tremblants. Non pas de peur, mais de clarté. Il pense toujours qu'il peut me manipuler, a-t-elle murmuré. Parce qu'il l'a toujours fait, a dit Léo tranquillement. Elle a dégluti, puis a levé les yeux. Plus maintenant. Plus tard dans l'après-midi, Manon s'est réunie avec son avocate, Léo et un représentant d'un cabinet d'audit indépendant. Ils ont tout examiné, l'esquisse de la serviette, l'enregistrement de Chloé, les déclarations des employés, les incohérences financières. Les preuves étaient accablantes. Vous avez un dossier solide, a dit son avocate. Pas seulement pour le divorce, pour les droits de propriété intellectuelle, pour les dommages et intérêts, pour la reconnaissance. Manon s'est calée dans son fauteuil, stupéfaite. Je n'ai jamais voulu me venger. Vous n'obtenez pas de vengeance, a corrigé l'avocate. Vous obtenez justice. Et tu récupères ta vie, a ajouté Léo doucement. En début de soirée, les agences de presse ont publié des communiqués officiels confirmant la suspension temporaire de Stéphane en attendant l'enquête. Les réseaux sociaux se sont déchaînés. Les cadres l'ont dénoncé. Les employés ont pris leur distance et les investisseurs ont commencé à retirer leur intérêt. La carrière autrefois prometteuse de Stéphane ne tenait plus qu'à un fil effiloché de sa propre fabrication. Alors que le monde réagissait, Manon s'est retrouvée sur le balcon de Léo, surplombant la ville. La ligne d'horizon brillait avec détermination, nette, lumineuse, vivante. Elle s'est enlacée, non pas de froid, mais du soulagement écrasant d'être enfin vue. Léo s'est approché d'elle, lui tendant une tasse de thé chaude. « À quoi penses-tu » Elle a hésité, puis a parlé honnêtement. « J'ai passé si longtemps à me demander si j'étais le problème, si j'étais indigne d'être aimée, si j'étais folle. » Sa voix s'est adoucie. « Mais la nuit dernière, je me suis souvenu de qui j'étais avant lui. Et je pense que je veux la retrouver. » Léo a souri, doux, patient. « Elle n'est jamais partie, Manon. Elle t'attendait juste. » Manon a respiré l'air de la nuit, le sentant gonfler ses poumons, son espoir, son avenir. Pour la première fois, elle ne se sentait pas brisée. Elle se sentait puissante. Elle se sentait vraie. Elle se sentait libre, et le monde voyait enfin la femme que Stéphane avait tant essayé de faire taire. Manon est retournée à la maison 2 jours plus tard, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que son avocate lui a dit qu'elle devait récupérer des documents importants et des effets personnels avant que la procédure de divorce ne s'intensifie. Léo a insisté pour la conduire, refusant de la laisser retourner seule dans cette maison. Elle n'a pas discuté. Pas cette fois. Elle était forte, oui, mais même les femmes fortes ne devraient pas avoir à affronter les restes de leur traumatisme sans soutien. Lorsque la voiture s'est garée dans l'allée, Manon a senti une vieille douleur monter dans sa poitrine. La maison avait l'air la même. Même volet, même lumière du porche, même rideau qu'elle repassait le dimanche, mais elle n'était pas la même femme qui y vivait. Léo est sorti le premier,
balayant doucement la zone du regard sans être envahissant. Je suis juste là si tu as besoin de moi. Manon a hoché la tête, calmant sa respiration avant de déverrouiller la porte d'entrée. Au moment où elle est entrée, elle a réalisé que Stéphane était à la maison. Sa valise était ouverte dans le couloir. Des papiers étaient éparpillés sur la table de la salle à manger. Il ressemblait à un homme en plein effondrement, les cheveux en désordre, la chemise froissée, les yeux désespérés. Le cadre confiant du gala s'était évaporé. « Manon » a-t-il soufflé en se levant rapidement. Elle n'a rien dit. Elle est passée devant lui, se dirigeant vers la chambre à l'étage. Sa valise était là où elle l'avait laissée il y a des semaines, à moitié remplie de la nuit où elle avait failli s'enfuir avec rien d'autre que son chagrin. Stéphane l'a suivie. « Manon, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle n'a pas arrêté de faire sa valise. « Je ne suis pas là pour parler. » Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. « Tu m'as détruit. » Elle s'est figée, puis s'est retournée lentement. « Je t'ai détruit ? C'est toi qui as fuité cet enregistrement, a-t-il accusé. Tu m'as humilié. Tu as ruiné ma réputation. Manon a ri. Un son sans humour, sans douceur. Stéphane, tu t'es humilié tout seul. Tu as brûlé mon travail. Tu as menti. Tu as triché. Tu m'as volé. Cet enregistrement n'était pas du sabotage. C'était la vérité qui te rattrapait enfin. Il s'est approché, la voix brisée. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. On était bien ensemble, Manon. On était bien quand ça t'arrangeait, dit-elle tranquillement. Quand je me faisais discrète. Quand je portais le poids de notre vie sur mon dos pour que tu puisses jouer au héros partout ailleurs. Ce n'est pas juste. C'est honnête. Le visage de Stéphane s'est tordu de peur. Le genre de peur qui ne vient que lorsqu'un homme réalise que son contrôle lui a échappé sans espoir de retour. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu, dit-elle simplement. Elle s'est retournée vers sa valise, pliant des vêtements, emballant les dernières pièces d'une vie qui ne lui avait jamais appartenu autant qu'elle s'en était convaincue. Puis Stéphane a dit la seule chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Tu n'es rien sans moi. La pièce est devenue silencieuse. Manon a lentement fermé sa valise, l'a mise de côté et lui a fait face. Sa voix était calme, ni froide, ni cruelle, mais d'une clarté dévastatrice. J'étais rien quand j'étais avec toi, dit-elle. Maintenant, je deviens enfin quelqu'un. Le visage de Stéphane s'est effondré, la panique se transformant en colère. Tu crois que Léo se soucie de toi? Il t'utilise. Chloé m'a utilisé. Tout le monde veut quelque chose. Manon secoua doucement la tête. La seule personne qui ait jamais utilisé quelqu'un ici, c'est toi. Elle est passée devant lui en direction des escaliers. Stéphane lui a attrapé le bras, non pas avec force, mais avec désespoir. Manon, ne pars pas. On peut tout reconstruire. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Manon a baissé les yeux sur sa main qui la serrait. Pendant des années, cette main avait dirigé sa vie, ce qu'elle portait, comment elle parlait, comment elle existait. Maintenant, elle semblait étrangère. Tu te trompes, Stéphane, murmura-t-elle. La seule chose dont tu as besoin maintenant, c'est d'assumer tes responsabilités. Elle a retiré ses doigts de son bras et s'est éloignée. Ses genoux ont légèrement fléchi, comme si l'acte de la perdre l'avait physiquement affaiblie. Adieu, dit-elle. Il a de nouveau tendu la main vers elle, mais Manon descendait déjà les escaliers. La lumière du soleil provenant de la porte ouverte éclairait son chemin. Léo se tenait dehors, la regardant avec un respect tranquille, sans la presser, sans la toucher, juste en étant là. Elle est sortie sans se retourner. Le clic de la porte se fermant derrière elle a sonné comme la dernière page d'un chapitre qu'elle avait survécu par pure résilience. Léo lui a ouvert la portière de la voiture. Ça va? Manon a expiré, un long souffle tremblant qui a vidé quelque chose de sombre et rempli quelque chose de nouveau. Je crois, dit-elle doucement, que je suis enfin libre. Léo a souri doucement. Alors allons construire ce qui vient après. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Manon a regardé la maison une dernière fois. Elle est devenue de plus en plus petite dans le rétroviseur jusqu'à ne plus être rien du tout. Pour la première fois,
elle s'était choisie, et elle ne le regrettait pas. Les semaines qui ont suivi la rupture définitive de Manon avec Stéphane se sont déroulées comme un lent lever de soleil. Stable, chaleureux, illuminant des coins de sa vie qu'elle n'avait pas osé regarder depuis des années. Elle a emménagé dans un petit mais magnifique appartement à Montmartre. Un espace ensoleillé avec des briques apparentes, du parquet et un balcon donnant sur les toits de Paris. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à elle. Chaque meuble qu'elle a choisi avec intention. Chaque plante qu'elle a placée près des fenêtres s'épanouissait. Chaque matin, elle préparait son café sans anxiété dans la gorge. C'était la première maison où elle vivait qui ressemblait à la liberté. Léo l'a aidée à emménager, montant des étagères, portant des cartons, refusant de la laisser soulever quoi que ce soit qu'il considérait comme trop lourd pour quelqu'un qui a déjà porté assez de charges lourdes dans la vie. Mais il n'a jamais franchi de ligne. Il n'a jamais insisté, jamais fait d'allusion, jamais présumé. Il s'est simplement montré, patiemment, tranquillement, constamment. Un soir, alors qu'il accrochait une estampe encadrée au-dessus de son bureau, il a dit « Cet endroit te ressemble déjà ». Manon a souri doucement. « Je suis encore en train de découvrir à quoi ressemble moi. » « C'est la meilleure partie », a répondu Léo. « C'est toi qui décides. » Et elle l'a fait. Chaque jour, son avocate appelait avec des nouvelles. L'enquête sur les malversations de Stéphane s'étendait. Plusieurs employés corroboraient l'enregistrement de Chloé. Le conseil d'administration lançait un audit jury comptable. Manon écoutait sans amertume. La justice suivait son cours, lente mais inexorable, et elle n'avait pas à lever le petit doigt. Son travail était de construire, et elle était prête. Léo l'a invitée à son bureau un matin, un espace de travail aux parois de verre au 31e étage surplombant la ligne d'horizon. Il l'a présentée à son équipe, un groupe diversifié de jeunes innovateurs qui la regardaient non pas avec pitié, mais avec respect. Il lui a fait visiter, terminant dans une plus petite salle de conférence. « Ça, dit-il en posant un dossier sur la table, c'est pour toi. » À l'intérieur se trouvaient les documents de la phase initiale de Parker Ledger. Projection financière, ébauche d'expérience utilisateur, partenariat de développement, protection de la propriété intellectuelle. C'était réel, tangible, le plan d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir revendiquer. La main de Manon tremblait en le lisant. C'est énorme. C'est à toi, dit Léo simplement. Je t'aiderai comme tu le voudras. En tant que mentor, partenaire, ou pas du tout. C'est ta vision. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais pas de tristesse. De gratitude si profonde que c'était comme une guérison. Elle a passé les semaines suivantes à concevoir, planifier, affiner. Son MacBook Air est devenu son compagnon constant. Des pages se sont remplies d'idées qu'elle avait autrefois mises de côté. Elle a rencontré des développeurs, des conseillers, des créatifs. Elle a redécouvert sa voix dans des salles remplies de gens qui voulaient vraiment l'entendre. Et lentement, Manon est passée d'une femme récupérant ce qui lui avait été volé à une femme créant ce qu'elle méritait. Pendant ce temps, les médias ont complètement changé de ton. Les articles louaient son innovation, son courage, sa dignité tranquille. Les investisseurs demandaient des réunions. Des femmes la contactaient pour partager leurs propres histoires. Des histoires de femmes éclipsées, réduites au silence, rejetées. Manon a répondu à autant qu'elle le pouvait car elle comprenait maintenant que son histoire n'était pas seulement la sienne. C'était l'écho de celle de nombreuses autres. Un après-midi, en examinant des prototypes, elle a reçu un email inattendu du service des ressources humaines de l'entreprise de Stéphane. Des excuses formelles, une reconnaissance écrite de sa contribution au concept initial du produit, une déclaration officielle lavant son nom des mensonges que Stéphane avait répandus. Son avocate a suivi quelques minutes plus tard, le conseil d'administration vous offre un règlement financier lié à votre propriété intellectuelle. C'est généreux, Manon. Très généreux. Elle s'est calée dans sa chaise, stupéfaite. Après des mois de tourments, de manipulation et d'effacement, son nom était publiquement restauré. Non pas parce que Stéphane le voulait, mais parce que la vérité l'exigeait. Plus tard dans la soirée, Manon se tenait sur son balcon, regardant le soleil fondre derrière la ligne d'horizon. Des lumières scintillaient de l'autre côté de la Seine, des reflets dansant comme de petits morceaux d'or. Léo la rejoint tranquillement, lui tendant une tasse de thé chaude. « C'est toi qui as fait ça, dit-il doucement. Elle secoua la tête.
Non. J'ai survécu, et maintenant je reconstruis. Il a souri. Et tu le fais sacrément bien. Manon s'est appuyée contre la balustrade, laissant la brise lui caresser la peau. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière. N'attendant pas, n'espérant pas, ne se brisant pas. Devenant. Et le monde s'élevait enfin avec elle. Le jour où le monde de Stéphane Dubois s'est officiellement effondré n'est pas arrivé avec des sirènes ou des menottes. Il est arrivé tranquillement, comme une lame glissée entre les côtes quand il s'y attendait le moins. Manon n'était présente pour rien de tout cela, mais les bribes de l'histoire lui sont parvenues lentement, portées par des alertes d'actualité, des messages d'anciens collègues et un bref appel de son avocate. Tout a commencé un mercredi matin. Stéphane est arrivé à son immeuble de bureau vêtu d'un costume froissé, des cernes sombres meurtrissant la peau sous ses yeux. Il ne dormait presque plus. Sa messagerie vocale était pleine d'appels ignorés d'avocats, de membres du conseil d'administration et de membres de sa famille inquiets. Son reflet dans les portes de l'ascenseur ressemblait à un fantôme. Pâle, tremblant, dépouillé de confiance. Alors qu'il sortait au 42e étage, le silence l'a accueilli. Pas de salutation, pas de sourire, pas de hochement de tête respectueux. Les gens évitaient son regard, chuchotant derrière les vitres des salles de réunion. Il s'est dirigé vers son bureau et a trouvé 2 gardes de sécurité à l'intérieur. « M. Dubois, a dit l'un d'eux, nous avons besoin de votre badge. » Stéphane a cligné des yeux. « Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas négociable. » Ses mains tremblaient. Il a lentement retiré le cordon de son badge d'identification qu'il avait porté comme une marque d'honneur pendant des années. Le garde l'a pris, le glissant dans une petite enveloppe. Puis Stéphane a remarqué l'enveloppe sur son bureau. Sa lettre de licenciement, avec effet immédiat. Motif, malversation financière, falsification de documents d'entreprise, comportement contraire à l'éthique, vol de propriété intellectuelle, manquement à l'obligation fiduciaire. La pièce a tourné. Non, murmura-t-il, s'agrippant au bord du bureau. Vous ne pouvez pas me virer. J'ai construit ce département. J'ai construit ce produit. Un membre senior du conseil d'administration est apparu à la porte, les bras croisés. Le produit que vous avez construit est sous examen fédéral. L'idée que vous avez volée appartenait à votre femme. La manipulation que vous avez utilisée est documentée. Vous avez embarrassé cette entreprise, et maintenant c'est fini. Je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Et Manon, elle a menti. L'expression du membre du conseil s'est durcie. Elle n'a pas menti. Nous avons vu les preuves. Toutes. Stéphane sentit ses genoux fléchir. Il s'est effondré sur sa chaise, la tête dans les mains. Son empire, son image, sa vie soigneusement construite était réduite en cendres. La sécurité vous escortera à la sortie, a terminé froidement le membre du conseil. Et Stéphane, ne la contactez plus. Alors que les gardes le conduisaient à travers le bureau, les employés s'écartaient. Certains chuchotaient, d'autres regardaient en silence, certains ricanaient. C'était la lente et humiliante marche d'un homme qui se croyait autrefois intouchable. À l'extérieur du bâtiment, les journalistes ont afflué. M. Dubois, est-il vrai que votre femme a créé le concept original? Avez-vous modifié des documents financiers? Êtes-vous poursuivi au pénal? Regrettez-vous d'avoir brûlé son travail? Brûlé son travail? Les mots l'ont frappé comme une gifle. Il a bousculé les caméras, les mains sur le visage, et a dévalé la rue en titubant. Des sirènes ont résonné quelque part au loin. Une rafale de vent froid lui a frappé les joues. Il avait l'air désorienté, comme un homme se réveillant d'un cauchemar pour réaliser qu'il était réel. Pendant ce temps, Manon était de l'autre côté de la Seine, à Montmartre, assise dans un café tranquille, examinant des notes de conception avec son équipe de développement. Elle ne savait pas ce qui se passait à ce moment précis. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie ne tournait plus autour des choix de Stéphane. Mais à 13h34, son téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Elle a hésité avant de la toucher. Le titre disait « Stéphane Dubois licencié de la société phare de la FinTech ». L'enquête s'étend. Une photo l'accompagnait. Stéphane, débraillé, escorté à travers une foule de journalistes. Pas d'arrogance,
pas de charme, pas de confiance armée, juste des conséquences. Manon a regardé l'écran un long moment. Sans sourire, sans célébrer, simplement en respirant. La justice n'était pas bruyante. La justice n'était pas cruelle. Elle était équilibrée. Une douce expiration qui a finalement libéré le poids sur sa poitrine. Léo s'est glissé sur le siège en face d'elle, remarquant le changement dans son expression. « Ça va ?» Elle a tourné le téléphone vers lui. Il a lu le titre. « Ah, c'est arrivé. » Manon a hoché lentement la tête. « Oui, c'est arrivé. »« Tu te sens mieux ?» a-t-il demandé. Elle y a réfléchi. Vraiment réfléchi. « Je me sens complète », a-t-elle finalement murmuré. Non pas parce qu'il est tombé, mais parce que je ne suis plus sous son emprise. Léo a souri doucement. C'est ça, la guérison. Manon a regardé par la fenêtre. La ville, vivante et vaste autour d'elle. Pour la première fois, la chute de Stéphane n'était pas son histoire. Son ascension l'était. Elle a fermé la notification, a rangé son téléphone et est retournée à son travail. Parce que la justice avait déjà fait son travail, et maintenant, plus rien ne se dressait entre elle et la vie qu'elle était censée construire. L'hiver s'est installé lentement sur Paris, saupoudrant les toits de Montmartre d'un fin voile blanc, adoucissant le bruit de la ville, de la même manière que la guérison adoucit les vieilles blessures. Manon Lefebvre se tenait sur son balcon un matin de bonne heure, enveloppée dans un épais peignoir, regardant le soleil grimper au-dessus de la Seine. L'air était assez froid pour lui piquer les joues, mais cela ne la dérangeait pas. Elle aimait le silence du monde à l'aube. Sa paix. Elle a expiré et l'air a formé un petit nuage. Sa vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était quelques mois plus tôt. Et pourtant, pour la première fois, elle lui appartenait enfin. À l'intérieur, son appartement était chaud, rempli de la douce odeur de cannelle d'une bougie qu'elle avait allumée la veille. L'espace semblait habité et personnel. Des plantes s'épanouissant près de la fenêtre, des livres éparpillés sur une table basse, des croquis de design épinglés avec détermination et fierté sur un tableau de liège. Son MacBook était ouvert sur son bureau, affichant le dernier prototype de Parker Ledger, son entreprise, sa vision, son héritage. Le projet avait grandi plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Après le gala, les investisseurs avaient commencé à la contacter, impressionnés non pas par son passé, mais par son potentiel. Un cabinet de développement s'est associé à elle. Un groupe de capital risque dirigé par des femmes lui a offert son soutien. Des camarades d'université à qui elle n'avait pas parlé depuis des années ont repris contact, l'encourageant. Chaque réunion, chaque présentation, chaque séance de brainstorming tard le soir lui rappelait qu'elle n'avait pas été effacée. Elle avait été sous-estimée, et elle s'était relevée. Ce matin-là, Léo a frappé doucement à sa porte. Il portait 2 gobelets de café. Le sien arrivait toujours sans qu'elle ait à le demander. Un café au lait avec de la poudre de cannelle, sans chantilly. Elle a ouvert la porte, souriant chaleureusement. « Tu es debout tôt » a-t-il dit. « J'aime le calme » a-t-elle répondu en le laissant entrer. Léo a posé les boissons sur le comptoir et a contemplé l'appartement avec un doux sourire. « Ça ressemble à un foyer maintenant. »« C'en est un » a-t-elle dit simplement. Il a hésité, s'appuyant contre l'îlot. « Ton avocate m'a appelé hier soir. Elle a dit que le règlement est finalisé. » Manon a hoché la tête. C'est le cas. Le litige sur la propriété intellectuelle avait été clos en sa faveur. Les dommages et intérêts accordés étaient importants, bien plus qu'elle ne l'avait espéré. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la reconnaissance. Son idée, son travail, son nom restauré publiquement, de façon permanente. Une victoire silencieuse, mais puissante. Léo l'a observé attentivement. « Comment te sens-tu » Manon a enroulé ses mains autour de son café au lait chaud. « Plus légère » a-t-elle dit. Comme si j'avais enfin déposé un poids que je ne réalisais pas que je portais. « Et Stéphane » a-t-il demandé doucement. Elle a expiré. « Je ne le déteste pas. Je ne lui souhaite pas plus de douleur. Il s'est fait ça à lui-même. » Elle a pris une gorgée, les yeux s'adoucissant. « J'espère juste qu'un jour, il apprendra quelque chose de tout ça. » Léo a hoché lentement la tête. « Tu es une bonne personne, Manon.
Je suis une personne plus forte, a-t-elle corrigé. Il y a une différence. Le silence s'est installé confortablement entre eux. Dehors, la neige continuait de tomber doucement devant les fenêtres. Le monde semblait propre, renouvelé. Après un moment, Léo a repris la parole. Il y a quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. Manon a levé les yeux, le cœur battant doucement. Pas de peur cette fois, mais d'anticipation. Il s'est approché, la voix stable. Je suis fier de toi. Pas à cause de ce qui est arrivé à Stéphane. Pas à cause de Parker Ledger. Mais parce que tu n'as pas laissé ce qui t'a brisé te définir. Manon a senti une chaleur s'épanouir dans sa poitrine. Léo, a-t-elle murmuré. Tu ne me dois pas de réponse, a-t-il dit rapidement, glissant les mains dans ses poches. Je suis là parce que je veux l'être, tant que tu le veux aussi. Elle s'est approchée lentement, délibérément, jusqu'à se tenir à quelques centimètres de lui. Sa voix était douce mais certaine. Je veux que tu sois là. Son souffle s'est coupé. Mais pas pour me sauver, a-t-elle ajouté. Juste pour rester. Léo a souri, un sourire calme et sincère qui a atteint ses yeux. Alors je resterai. Ils se sont tenus ensemble près des portes du balcon, regardant le monde passer du gris alors que le soleil montait plus haut. Manon a doucement appuyé sa tête sur son épaule, laissant la chaleur du moment s'installer dans ses os. Elle ne se précipitait pas vers quelque chose de nouveau. Elle n'échappait pas à quelque chose d'ancien. Elle choisissait simplement sa vie à nouveau. Et pour la première fois, elle choisissait la joie, l'amour. Pas aveugle, pas désespéré, mais sain et entier. Elle choisissait la possibilité. Elle se choisissait elle-même. Manon Lefebvre avait tout perdu une fois, mais elle a tout reconstruit. Elle s'est relevée. Elle a aimé à nouveau. Et cette fois, la fin n'était pas la survie. C'était la paix. C'était la liberté. C'était enfin, magnifiquement, la sienne. Et c'est ainsi que notre histoire se termine. Mais vous, oui, vous êtes toujours là. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment, c'est que quelque chose dans le parcours de Manon a touché une partie de votre propre cœur. Peut-être que son courage vous a rappelé le vôtre. Peut-être que sa guérison a fait écho à quelque chose que vous essayez tranquillement de reconstruire. Son histoire nous enseigne une vérité simple, quand quelqu'un cesse de voir votre valeur, cela ne signifie pas que vous l'avez perdue. Cela signifie qu'il ne l'a jamais comprise. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Manon a changé ses pensées, et sa vie a changé avec elle. Elle a choisi la dignité plutôt que la douleur, la vérité plutôt que la peur, et le renouveau plutôt que l'amertume. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut choisir, peu importe où nous en sommes aujourd'hui. La vie ne nous donne pas toujours les excuses que nous méritons. Mais elle nous donne la chance de réécrire notre propre fin, une décision honnête à la fois.